Preview. Claudine Gérès se définit comme une chercheuse de l'âme. Elle unit dans son parcours spiritualité, art et transmission. Elle étonne par l'éventail de ses capacités et de ses talents. Musicienne, chanteuse, comédienne, danseuse, formatrice, philosophe, thérapeute, créatrice de spectacles, animatrice de voyages sonores et conférencière. Elle a deux amours, Hildegard de Bingen et Lorca. Rencontre avec cette chrétienne féministe et humaniste. Alors Hildegard de Bingen, c'est une femme abbesse du XIIe siècle qui donc vient au point de jonction entre ce moment où ça fait 1000 ans que l'Église et le monde celtique vivent en bonne entente et en harmonie, je dirais, et avant qu'il y ait cette séparation avec l'Inquisition au XIIIe. Et donc c'est une femme qui a une connaissance de l'humain très étendue, justement à tous ces domaines des plus physiques, à la compréhension de la psychologie aussi, et puis à la connexion au divin. Et elle avait des visions, des visions sonores et visuelles qu'elle avait comme ça en plein éveil, de révélations qu'elle décryptait, parce qu'en même temps elle avait le décryptage de ces visions. Et elle a écrit donc des livres, le Civias et puis le livre des œuvres divines qui expliquent ces différentes visions qui sont très, très mystérieuses pour nous. C'est vraiment un langage médiéval plein de symboles. Et puis elle a fait donc aussi tout un ouvrage sur les vices, les vertus, donc l'éducation du psychisme, enfin, la compréhension du psychisme et tout un ouvrage d'éducation personnelle pour éduquer ses filles, parce qu'elle était abbesse, elle avait plusieurs femmes sous sa responsabilité pour les faire grandir en humanité et en sagesse. Et donc Hildegard, elle était aussi artiste pluridisciplinaire, elle a écrit des chants magnifiques, elle a composé des poèmes, elle faisait danser ses sœurs avec des voiles de soie blanc et des couronnes sur la tête. Elle était très investie par la beauté de l'univers, et donc pour elle, manifester la beauté, c'était manifester le divin dans la matière. Et j'aime beaucoup son rapport comme ça au corps. Elle était aussi thérapeute, elle a écrit deux grands ouvrages de médecine. C'est les deux seuls ouvrages du XIIe siècle qu'on a. C'est elle qui les a écrits de toute l'Europe. Voilà, et c'est une femme qui a un rayonnement énorme de son temps, et qui est restée très cloisonnée à l'Allemagne pendant toutes ces années, mais qui aujourd'hui a un rayonnement au niveau européen qui est très important. Il faut savoir qu'elle était aussi d'une famille très noble, proche c'était des familles d'où sortaient les papes et les empereurs, qui étaient au niveau de Mayence, vers Mayence, dans la Rhénanie-Palatinat, ce qui était une région phare, une région centre pour toute l'Europe. Il y avait autant d'habitants en Europe qu'il y a même moins d'habitants en Europe qu'il y a en France actuellement. Et donc sa famille était la famille phare quasiment de toute l'Europe. Donc c'est vrai qu'il y a un rayonnement énorme de son œuvre en fait. C'est une personne particulière, effectivement, et elle aurait pu, même si l'Inquisition c'était le siècle suivant, elle aurait pu avoir des problèmes quand même, parce qu'elle avait des visions très jeunes. Et sa mère était pro-papiste et son père pro-empereur. Donc elle a toujours, cherché à faire l'unité justement, ce qui m'intéresse moi aussi, de cet aspect du temporel et de cet aspect du spirituel, de religieux, en tout cas d'une quête spirituelle. Et elle a toujours cherché à ce qu'il y ait la paix et à ne pas attiser les conflits, parce qu'elle était en pleine dans la querelle des investitures, donc entre empereur et pape. Et elle a toujours voulu garder fermement ces deux attaches, j'ai envie de dire, qui sont dans notre être, que sont le corps et l'esprit. Et donc la dimension spirituelle, la dimension corporelle, pour elle, les deux sont importants. Et unifier les deux, c'était un vrai challenge, ça c'est sûr. Et elle aurait pu effectivement, par les pro-papistes, être traitée de personnes ayant des possessions diaboliques. Ça aurait pu aussi se faire. Mais elle a réussi à passer outre les mailles du filet parce qu'elle était aussi abbesse, enfin d'abord religieuse, et que son discours était très religieux aussi, et il y a eu des choses aussi au niveau politique qui ont servi l'Église. Donc ils n'avaient pas intérêt non plus à la rejeter, parce qu'ils pouvaient se servir aussi de son discours. Tout ça c'est très politique. Donc il y a une partie, pourquoi certaines personnalités
bon, on peut penser à Jeanne d'Arc qu'on va brûler sur le bûcher sous la demande d'un évêque. Pourquoi d'autres s'en sortent? Il y a quand même, c'est intéressant de voir comment les jeux politiques s'insèrent dans tout ça. Hein. Hildegard, c'est vraiment pour moi une personnalité phare pour le XIIe siècle. Il y a un avant Hildegard, un après Hildegard, ça c'est sûr, en Allemagne particulièrement, mais je pense dans l'Europe aussi, pour notre 21e siècle particulièrement. C'est pour ça, il y a plusieurs années, j'ai eu cette intuition de faire un spectacle sur elle, parce que je me retrouve en elle sur beaucoup d'aspects. Comme vous disiez, comment je me définis, c'est compliqué. Et d'avoir elle comme modèle, entre guillemets, qui est une femme, c'est inimaginable tout ce qu'elle a fait, qu'elle a abouti. Elle n'a pas fait que du touche-à-tout. Elle a été vraiment experte dans plein de domaines très variés. Elle a excellé dans plein de domaines très variés. Et moi, combien de fois on m'a dit, mais il faut que tu choisisses un seul art, tu ne peux pas exceller en tout. Et moi, je ne peux pas choisir un seul, tout me traverse. Et je veux, voilà, j'ai eu besoin de créer ce spectacle pour qu'à travers toutes ces dimensions qui m'habitent, je puisse parler d'Hildegard, manifester cette vitalité qui a habité Hildegard dans toutes ses dimensions. Voilà, une seule femme qui a habité par tout ça. Je me sens très proche d'elle. Et donc en lisant ce qu'elle a écrit, en lisant des livres sur elle, j'ai eu comme l'impression qu'elle m'éduquait moi aussi. Et en chantant ses chants particulièrement, j'ai mis 4 années avant de sentir à l'intérieur de moi comment ce chant peut me traverser de façon unifiée. Et pour sentir, oui, cette force de vie, cette énergie de la vie qui me traverse et qui s'épanouit dans un chant unique, dans un chant homogène. Ça m'a pris du temps avant de laisser maturer tout ça. Dans ce spectacle, effectivement, c'est comme une pièce de théâtre, en fait, en monologue. Donc il y a déjà l'aspect du théâtre. Hein. Hildegard, elle a écrit une sorte de pièce de théâtre pour ses moniales. Hein. Donc il y a l'aspect du théâtre. Et il y a avec moi un musicien qui va jouer plusieurs instruments qui servent certains pour la sonothérapie, d'autres c'est surtout des instruments qui créent des harmoniques, qu'on appelle des instruments intuitifs, que ce soit, il y a du bol tibétain, il y a de la flûte harmonique, des flûtes amérindiennes, il y a un cosmic bow, c'est un instrument qui a été créé en 2007, donc il y a des instruments à cordes, à vent, mais tous ils font des sonorités qui se mêlent très bien avec le chant d'Hildegard. Moi, je voulais tout un instrumentarium éclectique d'horizons et de temporalités diverses pour manifester justement qu'Hildegard, elle est hors du temps et de l'espace. C'est un message qui est universel, qui est humain universel, quelle que soit notre religion, nos croyances diverses et variées, notre appartenance culturelle. Ce qu'apporte Hildegard peut toucher tout le monde. Alors c'est vrai que dans la pièce de théâtre, j'assiste beaucoup sur l'aspect historique bien sûr, et sur son contexte à elle, qui est un contexte chrétien. Mais à travers cette histoire, on peut ressentir sa force à elle, on peut ressentir son combat pour faire confiance à ses intuitions profondes et pour qu'au-delà de tout le contexte dans lequel elle vivait, ce qu'elle porte, elle ait le courage de le dire et que ça puisse aboutir vraiment du coup, elle partageait au monde entier et que ce soit reçu, accepté, ce qui est un challenge énorme. Le lieu, effectivement, pour donner ce spectacle a une importance, ça peut être dans des lieux où la nature est très présente, dans des parcs de châteaux par exemple, ou dans des lieux naturels, dans des abbayes cisterciennes ou bénédictines. J'aime beaucoup jouer dans les abbayes cisterciennes en itinérance, dans le cloître par exemple, il y a une scène dans le cloître, dans la salle capitulaire, etc. Donc on visite en même temps l'abbaye. C'est ce qui se passera à Tournu le 6 octobre. Ça va être donné à l'abbaye de Tournu en itinérance. Et puis là, ce sera à la cathédrale Saint-Vincent à Châlons. Je l'ai déjà donné quelques fois à la cathédrale, ça fait 2 ans que je l'ai pardonné. Et c'est un spectacle qui se prête beaucoup à ce lieu. J'aime chanter dans ces cathédrales du XIIe siècle, où les pierres répondent à mon chant. Hein. Les pierres, elles résonnent avec mon chant. On peut dire qu'elles chantent avec moi, parce que vraiment, la répercussion de la résonance dans les pierres, elles apportent vraiment leur propre son à elles, avec ma voix. Et je chante avec toutes les pierres de l'édifice. C'est une expérience extraordinaire que de vivre ça. C'est vraiment une osmose entre le message d'Hildegard, entre qui je suis, et puis cet édifice du XIIe siècle. Et ça crée une magie extraordinaire. On peut parler de féminisme si on veut avec Hildegard, parce qu'effectivement, elle a eu un vrai combat à mener contre
rencontres ou par rapport à notamment aux abbés et aux moines de l'époque, hein, parce qu'au début, elle était avec les moniales étaient à l'ombre des couvents de frères, et elle a voulu s'émanciper, hein, divorcer en quelque sorte, parce que les couvents de femmes, ça n'existait pas, hein, ça commençait à exister, donc elles étaient à l'ombre des couvents de frères, et elle a voulu créer, je pense que c'est le premier couvent de femmes, hein, elle a voulu s'extraire du couvent des hommes et créer son propre couvent, ce qui ne se faisait pas du tout, parce qu'il fallait aussi les défendre, ces femmes toutes seules, enfin voilà, et il pouvait y avoir des pillages, il pouvait y avoir un tas de problèmes, hein. Et elle, comme elle était proche de l'empereur, elle avait la défense de l'empereur, en fait, si jamais il y avait des problèmes, je pense qu'on n'osait pas trop l'attaquer, et elle a créé son propre couvent. Le message d'Hildegarde est très moderne, si on peut dire, parce que je crois que les grandes problématiques de l'humanité sont les mêmes et que notre temps moderne, en fait, soulève des problématiques de toujours, qui sont cette condition du corps par rapport à l'esprit, cette place, cette relation des deux. Donc on peut dire de la femme par rapport à l'homme, hein. Souvent la polarité féminine étant plus vue du côté de la matière et masculine plus vue du côté de l'esprit. Et ce sont les deux se livrent un combat, j'ai envie de dire, depuis le début de l'humanité. Et on est toujours en recherche. Voilà, et aujourd'hui, il y a un grand combat à mener toujours, hein, pour la reconnaissance de la place de la femme, pour des salaires égaux, pour que la reconnaissance du respect du corps de la femme. C'est énorme tout ce qu'on vit aujourd'hui à ce niveau-là. Quand on est enfant, je crois qu'on s'imagine que les choses s'arrangent, et peut-être quand on, en tout cas moi ça a été mon cas, plus le temps avance, plus je me rends compte que notre combat pour tout ça, il est loin d'être gagné. C'est même presque de pire en pire quand on voit ce qui se passe dans le monde. Et je crois qu'Hildegarde, elle a une conscience comme ça de cet amour entre l'esprit et le corps à donner à notre temps pour réconcilier cela en nous, et aussi du coup réconcilier ça pour notre terre qui est très mise à mal par toutes les actions qu'on a pu mener contre elle. Et donc c'est une personne Hildegarde va nous donner vraiment un éclairage sur l'écologie intégrale, notre propre prendre soin de soi et prendre soin de notre terre. Certains hommes peuvent être surpris en regardant mon parcours de la place de Marie-Madeleine et d'Hildegarde de Bingen dans ce que je propose, et peut-être que c'est pas assez masculin, alors que bon, la part masculine elle est aussi très présente, hein, dans ma recherche. Il y a un homme qui m'a beaucoup accompagnée aussi, c'est Federico Garcia Lorca. J'ai fait un spectacle sur lui qui s'appelle Lorca y la musica. C'est le rapport de Lorca avec les musiciens de son temps et avec la musique, donc dans lequel je danse le flamenco, je joue du piano, je joue des castagnettes, je chante les chants populaires de Lorca, bien sûr, qu'il a réécrit pour piano et voix, et j'approche différents musiciens, Manuel de Falla, Rodrigo Albéniz, qui sont des musiciens qui sont proche de lui, et bien sûr je dis des poèmes de Lorca. Lorca était aussi un artiste pluridisciplinaire, hein, même si on le connaît beaucoup comme écrivain, mais il dessinait, il jouait du piano, il a retranscrit de la musique, voilà, il était proche aussi de Buñuel, enfin, voilà, donc du cinéma. C'est un artiste très très complet, et c'est vrai que je me suis sentie très en reliance avec lui. Et bon, mon nom de famille, c'est Jerez, hein, ça a des racines espagnoles très clairement. Et j'avais toujours très envie d'apprendre le flamenco. Donc j'ai appris le flamenco, à danser le flamenco pour faire ce spectacle. Et j'ai enseigné le flamenco d'ailleurs pendant plusieurs années. Je donne encore des stages. Et dans ce spectacle, il y a tout ce monde hispanique. Et au-delà de ce monde hispanique, c'est toujours cette vitalité profonde qui animait Lorca, qui moi m'a aussi profondément touchée. Ce qui me touche aussi chez Hildegarde, cette vitalité énorme qui se manifeste de façon très diverse. Et tout l'aspect, Lorca, c'est comme... Je dis que c'est comme si on voyait le voile danser entre les deux mondes. Il soulève ce voile comme s'il en fait une danse du voile quelque part, de ce deux mondes du visible et de l'invisible. Dans mon parcours, il y a du féminin, il y a du masculin. Je suis aussi très habitée par... moi, je suis pianiste à la base, hein. J'ai beaucoup travaillé la musique en conservatoire. Donc, je pense par exemple à Jean-Sébastien Bach, qui est un compositeur qui m'habite particulièrement, hein. Donc, même si je travaille beaucoup sur le féminin, le masculin est aussi très présent. Je me définis comme étant artiste pluridisciplinaire, travaillant dans le domaine art et spiritualité. La spiritualité étant pour moi un domaine très large qui contient surtout tout ce qui touche à l'humain.
que ce soit dans des dimensions très physiques, hein, avec des aspects tels que le yoga, hein, la danse qui implique aussi beaucoup le corps, la musique implique aussi beaucoup le corps, donc tout ce qui va toucher à la dimension corporelle est très importante pour moi, mais aussi cette dimension corporelle reliée à la dimension spirituelle, à la dimension aussi intellectuelle, de la recherche, de comprendre qui je suis. Déjà, c'est une très bonne question, mais qu'est-ce qu'on fait sur cette terre, quel est le sens de la vie, voilà, des questions philosophiques en fait fondamentales. Moi, j'ai fait des études de philosophie et actuellement, je viens de terminer le parcours Sève pour pouvoir enseigner la philosophie aux enfants, en tout cas animer plus exactement des ateliers philo pour les enfants. Donc cette dimension de la philosophie a toujours été très très présente dans toutes mes activités, et donc la spiritualité pour moi c'est quelque chose de très large qui permet de se relier à une transcendance, après chacun l'appelle comme il le souhaite, et de se relier à ce qu'il y a de plus intime en soi, une présence du sacré, on pourrait dire, une présence de l'indicible qu'on peut ressentir en soi quand on fait cette démarche d'écoute à soi-même. Conférencière et pédagogue, voilà, par des cours ou par des conférences, je transmets ce qui m'anime, tout simplement. Voilà, quand je danse ou quand je chante, je transmets aussi ce qui m'anime directement, en fait, je le donne à montrer, à voir, à entendre. Et par les cours, les stages, les conférences, je le transmets, on dirait plus par l'intelligence ou par des ressentis corporels aussi, des mises en disposition pour que les personnes puissent aussi ressentir dans leur corps certaines choses pour les intégrer. Il y a aussi donc cet aspect de la thérapie chez moi qui découle de tout de cette vitalité qui m'anime. Effectivement, les conférences, les stages sont aussi des émanations en fait de cette vitalité que je découvre en moi, et une façon de transmettre et de cheviller, d'aider les personnes à se cheviller, à prendre conscience de cette vitalité que chacun porte en nous. Et la thérapie, il y a plusieurs dimensions en fait dans mon approche thérapeutique. Il y a l'accompagnement personnel par l'écoute de la personne, et puis le fait de poser des questions pour l'aider à un petit peu à cerner ce qui peut la faire avancer, hein, les problématiques qui sont présentes dans sa vie. Je fonctionne par résonance, c'est-à-dire que je vais entendre à travers le discours de la personne des liens qui peuvent se faire par rapport à des blessures qu'elle peut porter, que ce soit des choses qu'elle a pu vivre dans sa vie ou des choses qui ont pu être vécues dans des vies de sa famille, parce que je travaille aussi au niveau du transgénérationnel pour comprendre un petit peu en psychogénéalogie ce qui a pu aussi affecter l'encodage ADN de la personne, hein, parce qu'en fait on se transmet des encodages ADN, tout est encodé, tout ce qu'on a vécu est encodé dans notre ADN et se transmet en fait. Donc il peut y avoir des choses qu'on n'a pas vécues mais dont on porte les traumatismes. Donc je peux entendre à travers ce que me dit la personne les lieux qui ont besoin de recevoir de l'amour en fait, de la compréhension, de l'amour pouvant se décliner de plein de façons différentes, soit la sécurité, la compréhension, voilà, il y a plein de l'empathie, de choses dont on peut avoir besoin, dont on peut avoir manqué. Et puis je vais du coup faire aussi un soin en magnétisme, hein, c'est-à-dire énergétique, parce que je peux sentir cette énergie de la vie qui est en moi, et la sentir aussi, la réactiver dans les cellules de la personne, parce que souvent quand on a des traumatismes, on n'ose plus vivre. Enfin, il y a des zones en soi qui se referment, et on a besoin de la confiance de quelqu'un pour rouvrir ces zones-là. Proposer des stages en pleine nature, comme je le fais à la Sainte-Baume par exemple, c'est effectivement capital pour pouvoir ressentir cette énergie de la vie, ce que Hildegard appelle la viridité, ce qu'on appelle l'énergie vitale par exemple, ou le chi pour les orientaux, ou le prana aussi, plutôt en Inde. Cette énergie de la vie qui circule en toutes choses et qui circule en nous, et dont on est coupé par le style de vie qu'on a derrière les écrans, dans du béton, où on est peu relié à des activités en pleine nature. Et on a besoin de cette reliance vraiment pour pouvoir se relier à soi tout simplement, et à sa propre vitalité. Et pour pouvoir s'auto-guérir en fait, parce que la guérison, elle vient de la vie, c'est tout. On peut soigner, moi par mes soins je peux soigner, c'est-à-dire que je vais apporter un soin, mais la guérison, elle vient de chacun.
c'est chacun qui se guérit, c'est pas un médicament, c'est pas un médecin, le médecin il soigne, le médicament il va apporter certains éléments, mais c'est notre propre vitalité qui va venir à nous permettre d'être vivants, tout simplement. Je peux me définir comme une chanteuse de l'âme, une chercheuse de l'âme, c'est-à-dire que je cherche à travers la matière, le visible, ce qui est appréhendable par les sens, qu'on peut appréhender par les sens, je ressens cette vibration de la vie. Et ce qui fait qu'un chant est beau, c'est parce qu'il est vibrant. Tout ce qui est beau vibre. Tout ce qui nous touche vibre de la vie. C'est une très bonne question que de se demander comment j'arrive à concilier effectivement la dimension chrétienne, j'ai envie de dire christique, que je porte, et la dimension des autres sagesses qu'on peut trouver dans notre planète, que ce soit au niveau du yoga, voilà, les sagesses donc hindoues, le tantra, les sagesses tibétaines. Toutes les sagesses ancestrales vont me parler, et c'est vrai que j'ai développé davantage l'aspect oriental avec la médecine chinoise un petit peu, voilà, tout l'apport de l'énergétique, de la compréhension de l'énergétique, parce que la vie c'est une énergie. J'aime beaucoup cette approche de l'Orient qui considère la circulation de l'énergie, la circulation de la vie pour le soin, pour la guérison et pour le bien-être tout simplement. Et je trouve que c'est un apport très important pour notre Occident. Et la dimension chrétienne, effectivement, alors je dis christique parce que le mot chrétien peut parfois enfermer dans une religion ou catholique ou protestante. Bon, moi je suis voilà, et je suis catholique pratiquante, mais pour moi la foi chrétienne, elle est au-delà de l'aspect religieux et d'une religion quelle qu'elle soit. Pour moi, le Christ, il a vraiment un langage universel, il touche l'humain, et moi ce que j'aime, c'est toucher l'humain. Voilà, c'est dans ce sens, j'ai envie de dire que je suis la plus fidèle au Christ, c'est que c'est pas la religion qui m'importe, c'est l'humain, et c'est comment en fait chaque humain est habité de cette dimension transcendante qu'il appelle comme il veut, mais de fait il y a une dimension qui dépasse le visible et le matériel, qu'on porte tous, on pourrait dire une dimension d'éternité et une dimension de vie, de vitalité qu'on a à chercher au fond de soi et à développer, à faire grandir. Et c'est ça qui me plaît dans en fait toutes les sagesses. Et pour moi, il n'y a pas d'opposition d'une sagesse à l'autre. Même dans le domaine de l'énergétique, alors parfois le monde chrétien peut me taxer d'ésotérique par exemple, ou le monde ésotérique peut me mettre dans une case religieuse. Et en fait, j'appartiens à aucune des cases. Et pour moi, tout ça, c'est la vie. Et il n'y a pas d'opposition. Pendant 1000 ans, le monde celtique et le monde catholique ont vécu en très bonne entente. Toutes les églises romanes, elles viennent de cette connaissance de l'énergétique et du monde physique, et de comment l'énergie passe à travers la matière. Donc c'est comme ça qu'on a pu créer des églises romanes qui sont sur des réseaux sacrés, des réseaux énergétiques forts. Et donc la chrétienté, elle est bâtie là-dessus. Elle est bâtie sur la compréhension de la circulation de la vie dans la matière, dans le cosmos. Tout le Moyen-Âge ne parle que de ça. Donc au Moyen-Âge, tout ça c'était unifié. C'est nous qui avons séparé tout ça au fur et à mesure de l'évolution de l'humanité. Mais je pense que notre 21e siècle, c'est pour ça que je suis très proche d'Hildegarde, il a cet appel à unifier, à réunifier tous ces aspects du vivant, que ce soit des aspects très physiques ou des aspects spirituels. Et c'est ce que j'aime dans la démarche d'Hildegarde, et c'est ce à quoi je me sens habitée et investie.